C'est pour certains le point de départ de la pandémie. Cet institut de virologie abrite un laboratoire P4 pour pathogènes de classe 4, des agents bactériologiques ultra dangereux. Ici, on teste certains virus parmi les plus virulents au monde, comme Ebola ou H5N1. C'est l'histoire d'un ophtalmologue devenu une icône. Le docteur Li Wenliang est mort dans un hôpital de Wuhan, emporté par le coronavirus. Mais derrière cette histoire, un symbole. C'était lui qui, parmi les premiers, fin décembre dernier, avait alerté sur les réseaux sociaux. Un nouveau virus était apparu à Wuhan. Lavez-vous les mains, portez des masques et des gants. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. C'est désormais officiel, le monde fait face à une pandémie. Il n'y a plus de malades en circulation en France, il n'y a plus de malades hospitalisés. Le dernier patient est sorti guéri hier de l'hôpital de Lyon. Nous sommes en guerre. C'est un tsunami et nous sommes ici 12 heures par jour. Arrivé ce matin aux urgences de Colmar, ce patient a été intubé. Sans cet appareil, il ne peut plus respirer. L'Italie est ravagée par le coronavirus. Ces cercueils s'alignent dans la chapelle de l'hôpital de Crémone en Lombardie. Moi, je connais tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant la période, on n'en parlait jamais. Avant la période bien sûr, on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. Le Conseil national de l'ordre des médecins, au mois d'avril, a publié un communiqué de presse. Et dans ce communiqué de presse, il disait, il ne faisait pas que dire, mais il menaçait tous les médecins de France qui souhaitaient soigner des malades du Covid. Il les menaçait de suspension et de sanctions. J'ai vu rapidement les 3 pays qui ont dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc c'est probablement pas des modèles. Donc le confinement en Italie, ça n'empêche pas qu'il continue à avoir une évolution exponentielle. Il continue à avoir une évolution exponentielle en France et en Espagne. Et ces 3 pays ont décidé de mettre au premier plan le confinement. On peut se poser la question s'il ne faut pas réfléchir maintenant, accepter de changer d'opinion, ce qui est une forme d'intelligence sous la pression des événements, et repartir sur ce qu'a fait la Corée, c'est-à-dire multiplier les tests, traiter les gens et n'isoler que les gens positifs. 1 million de personnes auraient plongé dans la pauvreté depuis le début de la pandémie. Devant ce point de distribution alimentaire, la file d'attente s'allonge chaque semaine. Simplement, en maladie infectieuse, on ne sait jamais comment ça va se passer. La seule chose, il faut être prêt. Or là, il n'y a eu aucune préparation sur les masques et les tests. Et c'est pour ça qu'on est obligé de confiner toute la France, parce qu'il y a d'autres pays qui étaient plus futés, qui ont pris des bonnes décisions. Il y avait les masques pour isoler les gens, les tests. On a confiné que les malades, les personnes autour d'eux qui pouvaient être contaminées et les personnes fragiles, notamment les personnes âgées. En France, on a confiné tout le monde et on voit d'ailleurs que les résultats des pays qui ont fait ce confinement généralisé n'ont pas les meilleurs résultats, loin de là. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, ainsi que l'actuel directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, ont vu ce matin leur bureau et leur domicile perquisitionnés avec d'autres responsables politiques. Les domiciles d'Édouard Philippe, d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, de Sibeth Ndiaye, ex-porte-parole du gouvernement, ont également été perquisitionnés. Tout cela dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur la gestion de la crise du coronavirus. Ce qu'on a rapidement compris, c'est que le coronavirus entre par les voies respiratoires. Il utilise un récepteur appelé ACE2, très abondant dans les cellules de la muqueuse qui tapissent la cavité nasale et les poumons. Ce récepteur est la porte d'entrée qui permet au virus de coloniser ces cellules et de s'y multiplier. De là, les virus vont se disséminer dans la trachée, les poumons et les bronches, qui sont les cibles précoces de l'envahisseur. C'est ce qui provoque des symptômes grippaux comme la fièvre, le rhume, la toux et les difficultés respiratoires, qui peuvent parfois s'aggraver en pneumonie et en détresse respiratoire aiguë. Mais il y a des cellules d'autres organes dans le corps qui possèdent également des récepteurs ACE2, en moins grande quantité. Si le système immunitaire n'a pas réussi à contrôler l'infection dans la première phase pulmonaire, les virus vont continuer leur invasion. Ils peuvent alors aller affecter le cœur, les artères et les veines, l'appareil digestif, le foie, les reins, les tissus conjonctifs, le système nerveux et même le cerveau.
Le médicament idéal, ce serait quoi ? C'est un médicament qui cible le virus, un antiviral ou alors un anticorps qui va le neutraliser, combiné, si l'inflammation est excessive et délétère, avec une diminution de la réponse inflammatoire. L'idée, en fait, qui n'est pas nouvelle pour le coronavirus, qui a déjà été utilisée pour d'autres virus, c'est de pouvoir donner des anticorps contre la COVID-19 à des patients, donc des adultes ou des enfants qui n'en auraient pas encore développé, mais qui ont la maladie. Au lieu de donner un vaccin pour que la personne développe elle-même ses anticorps, on n'attend pas ça. On lui donne tout de suite des anticorps avant même qu'il en développe. L'hydroxychloroquine agirait de deux façons. En modifiant la porte d'entrée du virus dans la cellule, le récepteur ACE2, elle gênerait ou même bloquerait son entrée. Une fois entré, le virus voyage dans de petits sacs appelés endosomes. En modifiant leur acidité, l'hydroxychloroquine le ralentirait ou le bloquerait. Il n'y aura sans doute pas de résultats avant fin juin, alors qu'Emmanuel Macron les avait annoncés pour le 14 mai. L'essai clinique européen Discovery est en difficulté. Les chercheurs disent avoir du mal à recruter des patients hors de France. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est exprimé pendant près de 2 heures et à aucun moment il a évoqué l'état de la recherche ou l'avancement vers la découverte d'un traitement contre le Covid-19. On entend les gens de l'OMS dire aux gens, à la population qu'on ne sait pas s'immuniser et que donc il va falloir avoir besoin de vaccins. Le laboratoire qui développera le vaccin touchera le jackpot et le pays d'où viendra ce vaccin en tirera un bénéfice politique planétaire. C'est la raison pour laquelle la Chine et les États-Unis se livrent une bataille acharnée et bien entendu l'Europe aimerait aussi être dans cette compétition. C'est par la voie d'un austère communiqué que la société américaine de biotechnologie Moderna a fait vibrer le monde. Elle s'apprête à tester à grande échelle sur l'homme le vaccin qu'elle a créé en quelques semaines seulement. Nous ne pouvons plus nous porter garant de la véracité des sources des données. Voilà ce qu'ont écrit 3 des 4 auteurs qui avaient signé une étude parue dans The Lancet, étude qui a eu un retentissement mondial du jour au lendemain. L'OMS a même décidé l'arrêt du plus grand essai clinique sur l'impact de l'hydroxychloroquine sur le Covid-19. Je vous recommande de faire une véritable enquête sur Gilead et le Remdesivir. Voilà. Si vous regardez la structure de Gilead, vous comprendrez que c'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec très peu de produits, très peu de personnel et une influence considérable. À 345 € la dose, la facture s'élève donc à 70 millions d'euros. Mais encore une fois, cette commande, nous précise la Commission, elle a été faite à partir d'une étude scientifique et il n'y avait aucune contre-indication à ce moment-là. Concernant le prix, il paraît effectivement très cher, surtout que selon un journal scientifique américain, le coût de fabrication du Remdesivir est de moins de $1 la dose, soit 420 fois moins cher que le prix effectivement payé par Bruxelles. Est-ce que, quand on entend beaucoup de médias qui disent qu'il y a 27 000 nouveaux cas de la Covid-19, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On est testé lorsqu'on est positif à la présence d'un fragment d'ARN viral. C'est-à-dire même pas au virus. Et on mélange au milieu de tout cela des sujets qui sont guéris, des sujets qui sont non contagieux, des sujets qui sont asymptomatiques, des sujets qui sont peu symptomatiques, des sujets malades et des sujets sévères. Le Centre de prévention du suicide tire également la sonnette d'alarme. Près de 10% des appels sur la ligne d'écoute en octobre mentionnent directement le Covid-19. Mais en même temps, souligner, comme le docteur Louis Fouché le fait très bien, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais en France, moi je complète ce qu'il dit avec la Belgique, ce qui se passe dans les établissements hospitaliers, maisons de repos aujourd'hui est gravissime. Et on peut parler d'euthanasie. On bafoue les principes éthiques. J'ai une collègue, j'avais une collègue à l'hôpital qui m'a licencié. Vous savez, madame, la peur, c'est l'arme du faible.
La raison est l'arme du fort. D'abord, c'est pas vrai que les Français n'ont pas respecté. Ceux qui nous ont encouragés à partir en vacances, c'est les gouvernants eux-mêmes. Ceux qui, effectivement, ont géré le déconfinement n'importe comment, c'est le Premier ministre lui-même. Quant à vos images, là, que je vois en même temps que je parle, quel est leur intérêt ? Est-ce que vous faites ça pour le cancer? Est-ce que vous voulez qu'on montre effectivement des patients atteints du cancer? Vous voulez qu'on voit des poumons noircis par le tabac? Pourquoi on ne fait pas ça alors pour toutes les pathologies? Il y a une dictature de l'émotion qui s'est emparée de ce Covid parce que, soyons clairs et soyons honnêtes, je veux dire, c'est une aubaine incroyable. C'est une aubaine incroyable pour les médias qui ont des choses à montrer. Regardez effectivement ce qu'on voit au moment où je vous parle. C'est une aubaine incroyable pour le gouvernement parce qu'en instaurant une dictature de la peur, une dictature de l'émotion, il arrive à des fins qu'on ne devrait même pas imaginer dans le pire des scénarios. On va arriver progressivement à un vaccin avec un espoir de se faire vacciner contre une pathologie qui finalement fait un nombre de morts quand même, donc il faut se souvenir du chiffre quand même très relatif. On ne sait rien de ce vaccin, mais c'est pas grave, on va se faire vacciner quand même. Justement, l'espoir d'un vaccin disponible prochainement contre le Covid-19 fait flamber les bourses. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Un passeport vert pour les Israéliens vaccinés. Le ministère de la Santé prévoit de délivrer un permis spécial à tous ceux qui se feront vacciner contre le Covid-19. Une carte qui donnerait à ses détenteurs de nombreux avantages, comme l'accès à des événements culturels, l'autorisation de manger dans des restaurants. Gehört, dass wir mindestens 1 bis 2 Monate brauchen werden, bis wir dieses Ziel erreicht haben, die Schwächsten zuerst zu schützen. Erst dann können wir darüber nachdenken, so wie es auch die Impfverordnung vorsieht, Zug um Zug das Angebot zu verbreitern. Comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche ou encore la France commenceront à vacciner dimanche. I'm a lung specialist. I'm an ICU specialist. I've cared for more dying COVID patients than anyone can imagine. They're dying because they can't breathe. They can't breathe. They're on high-flow oxygen delivery devices. They're on non-invasive ventilators and/or they're sedated and paralyzed and attached to mechanical ventilators that breathe for them. And I watch them every day. They die. By the time they get me in the ICU, they're already dying. They're almost impossible to recover. Early treatment is key. We need to offload the hospitals. We are tired. I can't keep doing this. If you look at my manuscript, and if I have to go back to work next week, any further deaths are going to be needless deaths, and I cannot be traumatized by that. I cannot keep caring for patients when I know that they could have been saved with earlier treatment, and that drug that will treat them and prevent the hospitalization is ivermectin.